Laurent, ce n'est pas la première fois que nous en parlons. La question de l'engagement, pour toi, est au cœur de la culture démocratique. On pourrait même dire que sans engagement, il n'y a pas de santé démocratique pour un pays. Donc ce n'est pas qu'une question de droit, c'est aussi une question de devoir. Ouais, c'est une forme de question de devoir. Moi, mon parcours, il est l'éducation populaire, c'est-à-dire la capacité à progresser les uns avec les autres autour de projets communs, de valeurs communes. Et moi, je crois que l'engagement dans une société, c'est évidemment une chance, c'est un droit, mais c'est aussi presque un devoir. Parce que une société, c'est quoi? C'est la prise en compte des singularités des personnes, dans ce qu'elles sont en tant que personnes, mais c'est aussi la capacité à construire du commun. Et le commun, eh bien, c'est à travers de l'engagement, c'est à travers la confrontation des points de vue, la réalisation commune, qu'on arrive à le faire. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de démocratie sans reconnaissance de ce qu'est l'épaisseur de la société. Et l'épaisseur de la société, c'est des points de vue différents, c'est des intérêts différents, c'est des conflits de logique, d'intérêts, et qu'il y a besoin de s'engager autour de ce que chacun croit le plus juste, le plus pertinent pour la société. Et donc, moi, je suis un adepte de l'engagement, de l'éducation populaire, de la capacité à agir les uns avec les autres, à interagir au service de la société. Alors l'éducation populaire, l'engagement, certains disent qu'il y a une renaissance aujourd'hui, une sorte d'archipel de renaissance de ces engagements sous des formes nouvelles. D'autres disent que c'est un effondrement, parce qu'ils voient les grandes institutions perdre de l'autorité et être moins considérées par l'ensemble de nos concitoyens. Ton diagnostic, il est plutôt de quel côté? C'est l'un et l'autre? Mon diagnostic, moi, c'est que, comme on ne fait pas du syndicalisme comme on faisait il y a 40 ou 50 ans, on ne fera pas du syndicalisme demain comme on le fait aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il y aura toujours besoin de rééquilibrer les pouvoirs, de rééquilibrer les rapports de force, les dominations, d'une certaine manière, les risques de dérive démocratique. Et pour ça, là, il y a besoin d'institutions. Mais moi, je crois qu'il y a besoin de politique. Il y a besoin d'engagement politique, il y a besoin d'engagement syndical, parce que le monde du travail, c'est un lieu de subordination, le travail, le contrat de travail. Il y a besoin d'engagement associatif, parce qu'on a besoin de vivre les uns avec les autres autour d'un projet, quand on est parent d'élèves, quand on est dans un quartier, quand on est... Et donc, je crois que ce n'est pas les mêmes formes. Mais je ne crois pas qu'il y ait un effondrement. Je ne crois pas qu'il y ait un effondrement. Je crois que les jeunes ont une conscience beaucoup plus forte, parfois, des défis qui sont devant nous que nous en avions nous-mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la période n'est pas la même. La période, l'incertitude est généralisée. Et l'inquiétude qui va avec. Il y a un sondage qui vient de sortir chez les jeunes qui montre que 3/4 d'entre eux trouvent catastrophique ce qui est en train de se profiler sur la transition écologique. Donc ça veut dire un changement profond. Nous, on essayait de rendre un monde plus juste, qui était dans le monde dans lequel on évoluait. Et on essayait de gagner des droits sociaux. Là, on continuera d'essayer d'en gagner, mais dans un moment de perturbation qui risque d'être important. Donc il y a une forme d'impatience qui est propice à la jeunesse, et c'est très bien. Et puis il y a une forme d'engagement qui est un peu différenciée. On ne rentre plus dans une organisation aujourd'hui en y restant forcément 30 ans ou 40 ans. On a des modes de mobilisation qui sont des fois très différents. Et donc je ne crois pas à ça. Il y a un risque, je ne crois pas qu'il y ait un effondrement. Par contre, il y a un risque qui est réel, c'est qu'on ait une forme de zapping de l'engagement. Et on a besoin de persistance aussi, on a besoin de continuité. Et donc, ça ne peut pas être que des logiques de cause et de coût. Il faut une cohérence d'ensemble. Tu t'es à Nancy invité à parler au conseil départemental du pouvoir de vivre. Et tu as développé l'idée d'un continuum démocratique entre l'engagement de la personne dans les sphères de la communauté qui sont les siennes, la famille, le territoire, l'entreprise, etc. Et puis d'autres engagements dans des institutions jusqu'à la question politique, quoi. Et ce continuum aujourd'hui, il semble un peu rompu avec une défiance à la vie politique des personnes qui peuvent être très engagées sur des causes, sur un territoire, sur des causes humanistes très nobles, mais qui ont une forme de défiance à l'engagement politique. Et ce décrochage, tu semblais le déplorer. Oui, je déplore parce que moi, je suis une vision un peu contradictoire, paradoxale, mais je ne crois pas que le politique peut seul tout faire, mais je ne crois pas qu'il y ait de changement sans acteurs politiques engagés. Et donc, la question, elle n'est pas tant est-ce qu'il faut de l'engagement politique? Il en faut, mais au service de quoi? Avec quelle vision?
Et c'est vrai qu'il y a eu, pour des raisons X ou Y, le sentiment que tout ça dépendait d'abord plus d'hommes et de femmes, et souvent des hommes d'ailleurs, que d'un projet. Et ça, c'est mortifère. Et que l'engagement politique donnait le sentiment, parfois à tort, parce que c'est ce qui était ramené par les médias, qu'en fait, c'était des acteurs qui se servaient d'une certaine manière. Aujourd'hui, très clairement, moi, dans mon parcours, j'ai rencontré des élus locaux, j'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des députés, j'ai rencontré des maires, des présidents de conseils régionaux, etc., qui ont un grand sens du commun. Et donc, ce qui est un problème, c'est pas qu'il y ait des acteurs politiques engagés, c'est qu'il n'y en ait pas assez, que c'est pas assez renouvelé, que c'est pas assez diversifié, et puis qu'il manque un peu de vision. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. C'est-à-dire que l'engagement politique, on est un peu à la recherche, dans le parcours, la culture qu'est la mienne, on est un peu à la recherche d'un récit. Oui, bien sûr, mais je crois qu'on a besoin de ça. En fait, moi, dans la situation actuelle, je crois qu'il y a 3 grands défis qui nous seront posés. Il y a le défi de la transition écologique. Ça ne se fera pas autrement que dans un cadre démocratique si on ne veut pas que ce soit une catastrophe. On peut faire une transition écologique très autoritaire, mais on mettra à mal un des autres défis dont je vais parler. Donc, ce défi-là, il est énorme, il y a besoin d'un récit sur ce qu'on va faire. Parce que personne ne peut dire que la transition écologique ne se fera pas sans besoin de confrontation, sans compromis, sans non plus d'accompagnement très fort des personnes qui vont être le plus impactées par la transformation de notre modèle productif. Le deuxième enjeu, c'est la question des inégalités. On a besoin de réfléchir à cette lutte contre les inégalités, à la redistribution. Et donc à la fiscalité, et donc à le partage des richesses, et donc à la sobriété, et donc à la question des salaires, etc., etc. Et le troisième enjeu, c'est un enjeu démocratique. Et l'enjeu démocratique, c'est qu'il faut reconnaître la légitimité pleine et entière de la démocratie représentative de ceux qui ont eu le suffrage universel. Moi, je pense que ça domine tout, et c'est normal. Mais ceux qui l'exercent doivent considérer qu'il y a 2 autres types de démocratie avec lesquels il faut s'articuler. Il y en a une qui a été méprisée ces dernières années, c'est la démocratie sociale. C'est la place des corps intermédiaires dans une démocratie pour représenter des intérêts divergents, pour porter des causes, etc. Et il y en a un troisième, c'est élément de cette démocratie que j'appelle de mes voeux, c'est la question de l'engagement citoyen, c'est de la démocratie participative. Si on ne va pas vers davantage de démocratie participative, d'écoute des citoyens, on n'y arrivera pas. Ce que vient de nous dire Pierre Rosanvallon dans son livre, c'est ça. C'est prenons en compte les parcours des gens pour construire la société. Et ne le faisons pas contre eux ou sans eux. Oui, donc il n'y a pas de contradiction entre une vision classique de la politique fait de rapports de force sur des intérêts de classe tels que le décrivait la tradition marxiste, et puis ce que dit Pierre Rosanvallon, qui repart des récits des individus, qui les relie et qui remet la part de l'émotion dans les parcours de vie, au-delà même des déterminants socio-économiques. C'est l'un et l'autre articulés qui permet de renouveler la vie c'est politique. L'un et l'autre, mais comme dans un engagement, il faut pouvoir faire des réalisations concrètes et porter une part d'utopie. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les deux en cause. On peut crever d'un ultra-pragmatisme. Il faut du pragmatisme pour résoudre les situations concrètes, mais il faut projeter, il faut se dire où on veut aller, il faut porter un projet pour la société et le rendre positif. C'était ma dernière question, c'était celle des processus démocratiques, dans les grands défis que tu as rappelés, réduction des inégalités, transition écologique, défis démocratiques, c'est bien noté. Et la question, c'est il n'y a pas de solution, il y a un processus qui permet de trouver des solutions ensemble. Ce processus, dans le monde de l'entreprise, c'est un dialogue entre les corps intermédiaires et l'État, le patronat, l'État, mais c'est également dans l'entreprise une révolution démocratique que vous proposez. Est-ce que la codétermination, la participation des salariés, le dialogue sur des indicateurs de développement et de RSE entre le monde économique et la société sont de nature à mieux vivre, à permettre de mieux vivre les transitions ? Là où il y a aujourd'hui confrontation et partout rupture. Où les citoyens ou les travailleurs sont associés aux choix qui les concernent, les choses se passent mieux. Et là, c'est démontré scientifiquement ou c'est démontré socialement. C'est démontré socialement. C'est le climat dans les entreprises est d'autant plus positif que vous avez la capacité, quand vous êtes un de ces salariés, un de ces travailleurs, travailleuses, de pouvoir dire les choix qui nous concernent. Nous, la codétermination à la française qu'on appelle de nos voeux, c'est plus de représentants des salariés dans les conseils d'administration
pour peser sur les stratégies, sur la responsabilité des entreprises. C'est un dialogue social beaucoup plus affirmé au sein des instances représentatives du personnel. Les ordonnances de 2017 ont fait beaucoup de mal au dialogue social et à la représentation des travailleurs. Mais c'est aussi des espaces de parole pour les salariés pour dire la façon dont ils vivent leur travail et voudraient le voir évoluer. Quand on a réussi dans des entreprises à mettre ce dernier élément en place, je pense à quelques entreprises que j'ai visitées récemment, certaines très grandes, comme Toyota dans le Nord, les salariés sont plus considérés et donc se sentent plus acteurs de l'entreprise, mais sont mieux aussi à l'extérieur. Il y a une jeune femme qui m'avait dit, elle était dans un poste où il y avait des risques cognitifs très importants parce que c'était un peu compliqué, c'était rapide, etc. Elle avait fait des propositions, elle mettait des leviers de vitesse. J'ai souvent raconté de cette histoire, mais je l'avais trouvée passionnante. Des leviers de vitesse. Et ce n'était pas les mêmes selon les Yaris qui arrivaient, la couleur, je ne sais quoi. Et il fallait qu'elle cherche à chaque fois. Elle a fait une proposition en disant, mais dans tous les baquets où il faut que je pioche les trucs, il faudrait que ça s'éclaire pour qu'ils ont trouvé le truc, elle l'a fait. À la fin, elle m'a dit un truc, elle m'a expliqué tout ça, c'était passionnant, et à la fin, elle me dit, quand je rentre chez moi, je suis plus disponible pour mes enfants, je me sens mieux. Et donc, parce qu'on l'a écouté sur son travail, on l'a rendu non pas automatisé, mais on l'a rendue actrice des évolutions de son travail, et ça avait un impact. Et si ça avait un impact sur ce qu'elle vivait à l'extérieur, y compris ça avait un impact sur la démocratie. Quand on fait croire aux gens qu'ils n'ont aucun choix sur ce qui les concerne, en général, ils ne font pas les bons choix démocratiques. Donc, je l'observe aussi, et puis l'histoire sociale nous le dit, les grandes conquêtes sociales ont préparé une prospérité économique, une nouvelle prospérité économique. Donc là, il y a une prospérité économique et écologique accessible par la force de l'engagement social, et il y a un renouveau démocratique. Oui, et puis on est surtout... ça c'est sûr qu'on sera beaucoup plus fort demain si on est capable d'être beaucoup plus démocratique, avec beaucoup plus de gens engagés. D'ailleurs, moi je viens de territoires où il y a une vivacité démocratique, une vivacité associative à Saint-Nazaire par exemple, et on voit bien, il y a aussi une capacité à absorber les difficultés et les chocs qui est parfois différente que là où malheureusement on a trop créé des déserts associatifs. Donc moi je crois qu'il y a tellement de transformations devant nous, tellement de défis, qu'il faut plutôt avoir la logique d'embarquer plutôt que d'expliquer. Le mot le plus désagréable en ce moment, c'est pour expliquer, il faut qu'on fasse de la pédagogie. Non, il faut qu'on écoute, qu'on entende et qu'on fasse avec. Il faut parler vers, il faut aller avec. Avec. C'est ça l'engagement, on progresse les uns avec les autres et on fait ensemble. Alors je me permets une dernière question. On était à l'Assemblée nationale, c'était le moment des Gilets jaunes. Et j'avais posé une question qui t'avait un peu agacé autour du fait que les syndicats n'avaient pas vu ou pas senti ce mouvement, et tu m'avais rappelé ce qui était pour toi le code d'honneur de l'engagement, qui était le principe d'écouter la contradiction, d'avoir un esprit critique, d'assumer ses choix. Enfin, je sais plus bien leur composer, mais est-ce que tu peux nous le reformuler? Je ne sais pas, c'était un triptyque. Je n'ai pas souvenir de ce moment. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, quelques semaines avant le déclenchement des Gilets jaunes, on avait été interrogé dans une réunion à l'Élysée. C'était sur des questions avec lesquelles on travaillait, les questions sociales, et comment on voyait le climat. Et moi, j'ai dit, il y a quelque chose de pas bon là. Et on nous avait dit, mais c'est encore une idée... encore une vision de la CFDT un peu perchée, ce qui n'était pas le cas, la preuve. Donc on avait vu des choses, mais nous, la perception que j'ai de ce mouvement-là aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait écho à des réalités sociales très fortes, qu'on n'a sûrement pas toujours su capter. Donc la question de l'écoute est fondamentale. Moi je crois que trop de responsables, qu'ils soient syndicaux, associatifs, politiques, sont parfois pas suffisamment dans cette écoute. Et c'est pas un déversement de ce qu'on croit, le rôle d'un responsable. C'est engagé. C'est l'écoute de ce qu'il perçoit et la compréhension de ce qu'il perçoit. Le deuxième, c'est qu'il faut être intransigeant sur nos valeurs. C'est-à-dire que tout ce qui s'exprime, même quand c'est légitime en termes de situation, est à combattre si le fondement d'expression est un fondement excluant. Moi, je le dis, ça peut paraître bizarre pour un syndicaliste, mais souvent on dit, ben voilà, les gens ils ne sont pas contents, ils vont manifester, mais il y a des manifestations où je pense que c'est nauséabond d'y aller, quoi. En ce moment, manifester, je crois qu'il faut être intransigeant sur ces questions-là, et c'est ce qui nous avait fait être assez résistants sur le mouvement des Gilets jaunes. Il y avait des soubassements dans certains endroits, pas partout, qui étaient nauséabonds. Puis le troisième, c'est qu'il faut chercher les solutions.
C'est-à-dire que notre rôle, c'est de trouver les solutions, c'est de résoudre les difficultés, voire même de créer des opportunités. Mais pas de faire ce qui est trop souvent fait, c'est-à-dire du commentaire. C'est-à-dire que quand on s'engage, on a choisi d'être acteur, pas d'être commentateur. Commentateurs, il y en a qui le font, c'est leur boulot, et moi je ne les critique pas. Mais c'est facile, ils disent un jour vert, un jour blanc. Il y a même qui veulent être président de la République. Voilà. Et là, c'est un commentateur dangereux en plus. Et donc, quand on choisit d'être acteur, bah, on accepte parfois d'être un peu dans le paradoxal, dans la contradiction, on accepte d'être dans la complexité. Les yaka faucons, c'est facile, mais quand on fait le boulot, c'est plus compliqué. Et on accepte aussi qu'à un moment donné, d'être dans le courage et l'engagement. C'est-à-dire, l'engagement, ça ne veut pas simplement dire plaider pour des causes, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on obtient des résultats, on fait le boulot. Je vais prendre un exemple qui te concerne, puisqu'on en a beaucoup échangé. Quand on fait la loi sur le devoir de vigilance, ben à un moment donné, on prend son risque quand on est député de la porter. Elle n'est pas aussi bien que tu l'aurais rêvé au départ, mais n'empêche qu'elle est là, quoi. Et maintenant, elle nous permet de le faire peut-être en Europe, si on n'est pas trop mauvais là-dessus. Donc, c'est ça qui me paraît fondamental, c'est que on s'engage pour changer les choses. Et on ne s'engage pas simplement pour juste faire de la commentaire. Allez, Laurent, un bonus pour une réponse de 10-20 secondes. Tu dis il faut que, quand on est engagé, sur le plan syndical, associatif, éducation populaire et politique, il faut ouvrir un horizon. Pour ouvrir cet horizon, il faut des racines. Il faut qu'est-ce qui aujourd'hui... qu'est-ce qu'il faut nourrir aujourd'hui pour créer cet horizon, pour ouvrir ce coin de ciel bleu, pour allumer des étoiles dans la société? Qu'est-ce qui nous manque et qu'on pourrait cultiver? Bah, je dirais, à partir de... Je me permets de le formuler et sous un autre angle, la même question. Il va falloir être plus sobre et on n'a pas vocation à être malheureux. Donc il va falloir trouver nos sources de joie ailleurs. Et c'est quoi la nourriture de tout ça? Bah moi, je vais le dire, hein, je prends à partir de la critique des valeurs de la République. La liberté, c'est très important, il faut se battre pour la sauvegarder, l'égalité, il faut se battre. Mais sur les deux premiers, on peut légiférer en bien ou en mal. Il y en a un troisième qui est la fraternité. Je crois qu'une société, c'est l'aspiration à vivre les uns avec les autres. Et je crois que cette valeur-là, on a intérêt à les mettre en acte. Pas forcément, on ne légifère pas forcément sur ce sujet-là, mais c'est ce goût des autres. Je crois qu'il faut avoir cette vision que de recréer du commun, de recréer, malgré nos différences, ou grâce à nos différences, de recréer l'envie de faire ensemble. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut revivifier, c'est-à-dire que moi, j'ai tout appris des autres, en fait. Dans mon parcours, j'ai tout appris des autres parce que je me suis engagé. Et j'ai sans doute beaucoup plus reçu que j'ai donné. Et je crois que c'est un peu ça, j'ai envie de dire, cette forme de fraternité qui est quand même une valeur fondamentale. Alors la démocratie, ça peut être une terre promise. Hein. Ça l'est, mais ça l'est, et c'est un combat aussi, parce qu'il faut écouter ceux qui ne sont pas d'accord, il ne faut pas exclure, il ne faut pas disqualifier ses interlocuteurs, mais si on veut en faire une terre promise, ça veut dire qu'il faut s'engager, et puis il faut aussi quelques règles éthiques, il faut du respect, il faut de la reconnaissance de la légitimité de l'autre, de l'ouverture, et puis même beaucoup de tolérance. Merci du temps et du partage. Merci Laurent.